Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique du Nouvel Esprit Public qui me donne le plaisir de recevoir Michel Vinocq. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour. Michel Vinocq, vous avez signé énormément de livres et vous allez en signer un, vous en signez un qui va paraître dans peu de temps dans la collection Les Journées qui ont fait la France, la célèbre collection Les Journées qui ont fait la France chez Gallimard. C'est un livre sur la Commune qui paraîtra donc à la fin de ce mois de janvier. Mais il se trouve que cet été, en dérangeant ma bibliothèque, j'ai retrouvé ou je suis tombé sur un livre que vous aviez signé en 1995, un livre à la fois professionnel d'historien et en même temps assez personnel, qui s'intitulait « Parlez-moi », qui s'intitule toujours « Parlez-moi de la France », qui est paru chez Plon en 1995. Et l'ayant lu, plutôt relu, mais avec 20 ans ou 30 ans de décalage, j'ai trouvé que il donnait des tas de raisons de vous demander de revenir à ce micro où nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous-même, vous l'avez relu Un peu, mais il faut dire qu'il y a eu une réédition en 2010. Et à cette occasion, j'ai eu le devoir de me relire, par conséquent, en actualisant un peu quelques propos et surtout des statistiques, par exemple. Oui, qu'est-ce qui vous a semblé le plus nécessaire à actualiser dans ce... La question est difficile parce que en 95, je pense que j'avais dit l'essentiel de ce que je pensais. Vous savez, c'est un exercice que j'ai fait, je le dis dans mon introduction, à la suite d'un voyage à Moscou dans les années Yeltsin, où j'avais été amené à faire un cours. Et mes étudiants russes m'avaient demandé de faire une leçon sur qu'est-ce que la France. Voilà. Alors c'était un défi, c'était assez difficile à faire en une heure et demie. Je me suis efforcé tout de même de montrer les éléments constitutifs de mon pays. Et puis je me suis dit, mais après tout, je pourrais élargir, approfondir et en faire un livre. Et c'est ainsi que, en 95, donc, est sorti ce livre qui a pour titre Parlez-moi de la France. C'était plutôt Parlez-nous de la France, puisque c'était des étudiants qui me l'avaient demandé. Alors, nous étions évidemment en Russie, dans une situation tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. C'était l'ère à la fois de la liberté, du capitalisme sauvage, du banditisme, mais il y avait donc une possibilité de parler librement et de répondre à une demande qui, à cette époque, ces étudiants qui n'avaient jamais connu, ou qui ne connaissaient rien de la France, étaient d'une curiosité magnifique. Et il y a une image que j'ai gardée qui est étonnante. Dans un grand amphi à Moscou, où je faisais donc cet exposé, la moitié au moins de mon audience, mon auditoire, ne savait pas le français. Et moi, je ne parlais pas en russe, je faisais mon exposé en français. Il y avait quelques-uns, disons un quart, qui avaient des casques pour la traduction. Bien. Mais il y en avait au moins un quart qui n'avait ni casque, ni langue française, et je les voyais, qui regardaient sur le cahier de leurs voisins ou de leurs voisines et qui recopiaient ce que leurs voisins avaient noté. Ça, c'était vraiment touchant. Voilà. Donc, ce livre est sorti de ce voyage et de cet enseignement à Moscou.
nous devons ce livre à la curiosité des Russes, en tout cas des Russes de cette époque-là. Avant d'en venir au livre lui-même, une ou deux questions sur vous et l'histoire de France. Donc vous êtes historien, et comme savent ceux qui vous ont lu, vous avez eu l'envie d'être historien très tôt. Et au moment où se construisait votre envie de devenir historien, quelles étaient vos histoires de France de référence? Michelet, Bainville, ni l'un ni l'autre, les deux, d'autres encore? À vrai dire, j'étais d'abord un littéraire et j'avais commencé une licence de lettres modernes et cependant, j'ai bifurqué vers des études historiques, pour 2 raisons. D'abord parce que à la Sorbonne des années 50, j'avais été profondément déçu par l'enseignement de la littérature, heu, alors que, hem, j'avais été enchanté, émerveillé même, par un enseignement, d'histoire, puisque j'avais eu la curiosité d'entrer dans un amphithéâtre et je m'étais inscrit à un certificat d'histoire moderne et contemporaine, qui n'avait pas été du tout ma vocation. Au lycée, ça ne m'intéressait pas. Je prenais l'histoire pour une série de dates, de règnes, de batailles. C'était inintéressant pour moi. Mais voilà qu'à la Sorbonne, je découvre vraiment l'histoire à travers les enseignements de grands historiens comme Renouvin, Labrousse, Mounier, Marroux, enfin, etc. Et alors j'ai obvié vers l'histoire. Alors, je n'avais pas de formation du tout. Vous me dites, mais quelles étaient mes références? Mais je n'en avais pas. Je n'avais une culture de manuel qui ne m'intéressait pas beaucoup du reste. Et je me suis plongé à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a une histoire de France qui m'a intéressé à cette époque? Je dirais non, c'est plutôt le programme de la licence qui m'a plongé complètement dans la Révolution, par exemple, dans le XVIIe siècle. Et à chaque fois, eh ben, il y avait évidemment pour la Révolution à l'époque, c'était Mathiez, Soboul, etc. C'était l'enseignement un peu marxiste. Et puis, pour les autres siècles, ma foi, voilà. Donc ce n'est que plus tard que je me suis mis à lire des grandes synthèses. Alors vous citez Michelet, assurément, et surtout son Histoire de la Révolution, du reste, mais aussi Braudel et quelques autres. Alors, si vous deviez réécrire cette histoire aujourd'hui, il y a un chapitre que votre éditeur ne manquerait pas de vous demander, qui à l'époque n'était pas du tout une nécessité, une obligation, une sorte d'impératif moral catégorique, qui est les femmes dans l'histoire de France. Oui. Et qu'est-ce que vous mettriez, qui mettriez-vous comme femme, et quel rôle Oui, alors voudriez-vous souligner? alors d'abord, il faut bien dire que quand j'ai fait mes études à la Sorbonne, donc on n'en parlait pas. Les femmes n'existaient pas. Et dans la réalité, c'est vrai que dans la réalité politique, il est vrai qu'elles n'existaient pas. Quand je vois la difficulté d'une femme géniale qui s'appelle Germaine de Staël, ses difficultés à être publiée, du reste, elle publiait souvent sous pseudonyme, et beaucoup de femmes au XIXe siècle prenaient des pseudonymes masculins, George Sand, Daniel Stern, etc. Donc, c'est vrai que les femmes, ça n'existait pas, du point de vue politique. Bien. Alors, pour répondre à votre question, maintenant, tout a changé, évidemment. Nous sommes extrêmement attentifs au rôle des femmes dans tous les domaines. Par exemple, j'ai été frappé de voir que une récente histoire ou nouvelle histoire de l'extrême droite, dans le chapitre qui porte sur le nationalisme à la fin du XIXe siècle, eh bien, il y a tout un chapitre sur le rôle des féministes nationalistes. Et ça m'avait échappé.
pas complètement. Je connaissais le rôle de J.P., par exemple. J'ai Y.P. qui a eu un rôle très, très important dans la diffusion de l'antisémitisme en France, par exemple. Mais vous voyez, dans tous les domaines, et même dans l'histoire politique, par conséquent, on se dit, et les femmes? Et les femmes, que faisaient-elles? Alors, si j'ajoutais un chapitre, euh, je vous signale au passage que donc j'ai tout de même eu depuis longtemps un certain intérêt pour le rôle des femmes, puisque j'ai écrit cette biographie de Madame de Staël, qui date de 2010, si je ne me trompe. Par conséquent, je vous ai dit que je trouvais que cette femme était tout à fait géniale, exceptionnelle. Bien entendu, pour répondre donc à votre question, je parlerai d'elle, naturellement de George Sand, de Flora Tristan, assurément, au XXe siècle, bien entendu de Simone Weil, la philosophe Simone Weil. Voilà quelques-unes des femmes qui me paraissent s'imposer à notre mémoire, à notre connaissance. Mais qui sont des femmes d'influence et de grande influence, mais pas des femmes qui exercent le pouvoir. Il y en a eu dans notre histoire. Il y a eu des reines régentes, il y a eu la mère de François Ier quand François Ier était en prison, il y a eu Jeanne d'Arc qui reste quand même Oui, bien une sûr. énigme tout à fait... Oui. Il me semble que Jeanne d'Arc est un personnage historique que beaucoup d'historiens contournent, ne sachant pas très bien ce que... Oui. Alors, pour ma part, j'ai contribué au lieu de mémoire de Pierre Nora, et j'ai consacré comment dirais-je, mon intervention à Jeanne d'Arc. Non pas à l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire de Jeanne d'Arc telle qu'elle a vécu, son épopée, non. Puisque c'était sur la mémoire, j'ai donc écrit sur Jeanne d'Arc après Jeanne d'Arc. Et il est vrai que ça reste un mystère comment cette jeune paysanne a pu réussir ce qu'elle a réussi. C'était tout à fait extraordinaire. Et par conséquent, cela donnait lieu à une littérature non seulement française, mais je dirais de nombreux pays, à une filmographie, à une quantité d'études dans des pays, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, évidemment, considérable. C'est donc que Jeanne d'Arc, elle est un peu inévitable. Et en même temps, eh bien, on y touche avec précaution, d'abord parce que le caractère mystérieux de son élection divine, paraît-il, mais il y a aussi le fait que, par la suite, eh bien, les différents partis français se sont disputés la mémoire de Jeanne d'Arc. Pour la droite, elle était la représentante du catholicisme et de la monarchie, tandis que pour la gauche, elle était la représentante du peuple qui se libérait pas par lui-même, etc. Et au moment de l'affaire Dreyfus, dans ces années où l'on voit naître le nationalisme d'un côté et où le socialisme lui-même se développe, on voit une bataille de mémoire à propos de Jeanne d'Arc. Donc, je n'oublierai pas Jeanne d'Arc, évidemment. Alors, venons-en maintenant à votre livre, non pas à ce qu'il y avait avant et à ce qu'il aurait pu y avoir autour. La première chose que vous tenez à affirmer, et ça n'est pas un propos pour défendre votre boutique, c'est que la France ne doit pas grand-chose à la géographie et tout à l'histoire. Alors, pas grand-chose, je ne dirais pas cela, mais en tout cas, oui, je dis la France n'est pas une géographie, c'est une histoire. Alors, cette phrase a fait sursauter Yves Lacoste, le grand géographe. De quoi? La France est peut-être une histoire, mais quand même, c'est une géographie, bien entendu. Mais quand on dit cela, on parle de la France d'aujourd'hui, de la France hexagonale, entourée d'un certain nombre d'îles et de départements ou de territoires d'outre-mer. Oui, mais cette France-là, ce territoire français, il est assez récent. Et la France,
territorial a été une construction qui date du Haut Moyen Âge, dont les Capétiens ont été les principaux acteurs, et qui, à partir de leur domaine très réduit de l'Île-de-France, en gros, se sont peu à peu ont élargi ce territoire du royaume contre, d'abord contre les féodaux, les seigneurs féodaux qui avaient chacun un territoire, un duché, etc., mais aussi contre les étrangers qui avaient envahi la France. C'était le cas des Anglais. Et puis, par des stratégies matrimoniales, en épousant des femmes qui avaient elles-mêmes derrière elles un territoire, etc., peu à peu, la France s'est agrandie, et aussi par la guerre. Alors évidemment, les guerres de Louis XIV sont exemplaires de ce point de vue. Songez que c'est seulement au XVIIe siècle, avec Louis XIV, que la France a annexé l'Artois, le Roussillon, l'Alsace. La Bretagne elle-même, elle était récemment française, puisque son annexion date de 1532. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que pendant des siècles, la Bretagne était bretonne, mais n'était pas française. Bon, etc. Et encore, en 1860, il y a eu le rattachement de Nice, la Côte d'Azur quand même, et de la Savoie, à la suite d'un plébiscite organisé. Bon, passons sur les détails. Donc, vous voyez à quel point cette France, territorialement parlant, a pu être réduite vraiment de peu, s'est étendue, a été beaucoup plus grande parfois qu'elle n'est aujourd'hui. Songez aux conquêtes napoléoniennes qui assimilent au territoire français la Belgique, une partie de l'Italie, etc. Et au contraire, réduite par ces guerres internationales. Songez évidemment à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par Bismarck et l'Allemagne. Et encore en 1940, les Allemands récupèrent l'Alsace et la Lorraine. Donc, ce territoire a été plastique, comme vous le voyez, tantôt étroit, tantôt immense, et tout cela donne aujourd'hui ce qu'on appelle la France hexagonale et ses territoires annexes. Alors, cette constitution de la France à partir des Capétiens et de l'Île-de-France et de la lutte des Capétiens contre les féodaux, est-ce que c'est ça qui explique que nous ayons assez vite eu un État et que cet État ait été le moteur de la fabrication du pays? Certainement. Il y a un point fondamental pour comprendre l'histoire de notre pays, c'est l'importance de l'État, qui s'est donc construit par la monarchie, qui est devenue ensuite, au XVIIe siècle, une monarchie absolue, qui a eu la mission de faire en sorte que ces agrandissements, ces conquêtes, des conquêtes de territoires où les gens ne parlaient pas la même langue, où ils avaient des coutumes, des rites, des habitudes tout à fait différentes. Il fallait unifier tout cela. Et c'est donc par la centralisation, et une centralisation qui commence assez vite, que de Paris, l'État monarchique va, par conséquent, construire cette puissance centrale, centralisée, avec le contrôle de tous ces partis par l'intermédiaire on pourrait dire, de fonctionnaires déjà, les baillis, les sénéchaux, et puis évidemment, lorsqu'arrive Napoléon, ce sera le règne des préfets dans chaque département. Donc, un État tout-puissant, centralisé, et je dirais pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, puisque c'est grâce à cet État
que la nation va naître. La nation ne préexistait pas. La France n'a pas été formée, comme d'autres pays d'Europe, par une nation qui aspirait, par un peuple qui aspirait à un État. C'est le contraire. C'est un État qui existait, qui a rassemblé des territoires et qui a voulu unifier ces territoires dont les habitants sont devenus peu à peu une nation. Alors, avec des instruments divers, si l'on songe par exemple à la langue, généralement on assimile une nation à sa langue. Eh bien, pour la France, longtemps ce n'était pas le cas. Au moment de la Révolution, la moitié des Français ne parlent pas le français. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'alphabétisation, de la scolarisation, etc., les Français ont été pour la plupart bilingues. Ils parlaient chez eux la langue locale, régionale, ou le patois, et tandis qu'à l'école ou au service militaire, ils parlaient le français. Donc, la France n'était pas homogène. Et c'est l'État qui l'a créé véritablement. J'ai dit, et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est précisément ce dont souffrent toujours les pays hyper centralisés, car c'est au détriment des régions qu'on appelait les provinces, et que ces provinces vont peu à peu perdre leur autonomie, leur pouvoir même, leur pouvoir judiciaire, leur pouvoir administratif, leur pouvoir fiscal, et que il y a eu un malaise tout au long du 19e et du 20e siècle sur ce que Gravier a appelé Paris et le désert français. Tout est concentré à Paris. Paris règne sur tout, la politique, l'administration, les arts, les lettres, et tout provincial qui a un peu d'ambition n'a qu'une idée en tête, c'est d'aller à Paris. À nous deux, Paris, Rastignac, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce mouvement centripète vers la capitale se fait, eh bien, au détriment des régions. Alors, ce mouvement de décentralisation souhaité par des libéraux au 19e, par les libéraux, même par les républicains, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne changent rien. Et il a fallu attendre par conséquent la loi de fer de 1982 pour qu'il y ait un début de décentralisation avec la création, comme vous le savez, des régions les régions existaient, mais elles ont été structurées, et puis on a créé des conseils régionaux, etc. Mais aujourd'hui encore, quand vous interrogez les présidents de régions, ils vous disent à quel point le poids de Paris, le poids de la centralisation est un obstacle considérable à leur créativité, à leur désir de construire des choses, etc. Donc, vous avez entendu récemment Monsieur Borloo, qui a dit la grande révolution à faire, c'est de créer la France fédérale. Et c'est à quoi la France a toujours répugné parce qu'il y a toujours cette crainte, n'est-ce pas, que le fédéralisme, ça voulait dire une autonomie trop grande de régions qui aurait l'idée de pousser au maximum cette autonomie vers la sécession. Et là, il y a toujours eu donc ce réflexe de recentraliser le territoire en raison de cette crainte. Alors, une ou deux remarques à la marge de ce que vous venez de dire. D'abord, les présidents de région sont bien aimables de dire que Paris les écrase, mais peut-être faudrait-il que nous examinions aussi, mais c'est en dehors de notre conversation, à quel point eux-mêmes se conduisent avec les départements et avec les municipalités de leur région, avec l'autoritarisme et le dirigisme qu'ils reprochent à Paris d'exercer à leur égard. Mais est-ce qu'on peut pas ajouter dans les points positifs de la centralisation celui que la centralisation
n'a pas été uniquement un moment de prise de contrôle, un mouvement de prise de contrôle de l'État central, mais aussi elle a répondu à un désir d'une partie des populations qui trouvaient que c'était plus confortable et plus sûr de dépendre d'un lointain roi qui ne venait pas chez eux violer leurs femmes ou puis prendre leurs enfants pour des corvées ou des choses de ce genre, et qu'au fond, il y a eu une aspiration populaire à desserrer l'étau que les féodaux pouvaient exercer sur leur société proche. Oui, sans doute, mais vous évoquez là le mouvement qui va conduire à la Révolution et au lendemain de la Révolution. Et on a bien vu qu'il y avait, sous certains régimes centralisés, une complicité entre les populations et le pouvoir central. Le plus remarquable étant la période du Second Empire, où Napoléon III a été, comme le disait Marx, le roi des paysans. Nous sommes une société qui a été longtemps une société de paysannerie, de petits et moyens propriétaires, et lesquels se sentaient menacés aussi bien par un retour du roi, c'est-à-dire de l'aristocratie, avec tout cela qu'on tenait de souvenirs sur une fiscalité effrayante, sur les droits seigneuriaux, etc. Donc il y avait un anti-royalisme de la paysannerie. Mais en même temps, cette paysannerie craignait les bourgeois qui avaient acquis des biens nationaux, et par conséquent, ils ont trouvé dans l'empereur Napoléon III un véritable protecteur. Et en 1870, c'est eux qui élisent, qui votent au plébiscite en masse leur approbation, quelques mois avant la chute de Napoléon III. Donc c'est vrai que dans certains cas, pour se débarrasser des contraintes locales, on a pu faire appel effectivement au pouvoir central. Je dirais du reste à ce propos qu'il y a eu dans la question de la liberté individuelle aussi. Pourquoi voulait-on, notamment au XIXe siècle, à partir du moment où les communications commencent à devenir plus faciles avec les chemins de fer, etc. Pourquoi aller à Paris? Très souvent parce que on étouffe. À Angoulême, on étouffe. À Pézenas, on étouffe. Alors qu'à Paris, c'est la liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Les voisins, on s'en fiche ou ne s'intéressent pas à nous. Il y a une liberté individuelle, une liberté de mœurs. Et il faut lire toute la littérature du 19e, Flaubert et compagnie, comment ils voient Paris comme ce havre de liberté sexuelle, liberté en tout genre. Donc, effectivement, il y a cette aspiration vers Paris qui avait commencé avec la cour royale, installée par Louis XIV à Versailles. Mais il n'empêche que c'est au XVIIe siècle qu'on voit arriver vers Paris de plus en plus tous les talents de France. Oui, François Mauriac écrivait « Une ville de province est un désert sans solitude ». Dans la crainte dont vous parliez à l'instant, de voir le pays se défaire et de voir des provinces réclamer leur autonomie, et donc dans la volonté toujours manifestée par le pouvoir de serrer les cadres et de faire en sorte que ça ne se produise pas. Qu'est-ce qui est le facteur le plus important de la crainte? Il me semble que pendant très longtemps, ça a été la crainte que ces provinces qui se déferaient de la France, qui s'éloigneraient de l'État central, ce serait pour se mettre au service d'un autre État, l'Angleterre à un moment donné, l'Allemagne, enfin l'Allemagne n'existait pas, mais l'Autriche, la Prusse, pour y monnayer une nouvelle appartenance. Est-ce que c'est ça qui a été le facteur principal, ou est-ce qu'il y a d'autres... Vous avez des exemples voisins qui sont redoutés par les pouvoirs successifs de la France. Bon, vous avez le cas de l'Espagne. Le cas de l'Espagne, où là, il ne s'agit pas de décentralisation, mais véritablement d'un pays qui est divisé, avec des régions qui
qui ont des langues, langue basque, langue catalane, différentes de la langue officielle, nationale, et qui aspirent à l'indépendance, et même qui font la guerre, voire la guerre au Pays basque. Ça, c'est redoutable, par conséquent. Et il est vrai que, bon, il y a ce regard sur l'Espagne, mais aussi, prenez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, avec ces Écossais qui revendiquent leur indépendance, hein, en tout cas certains d'entre eux, et la grande question de l'Irlande. Euh, L'Allemagne elle-même, qui a été constituée très tardivement, offre, je dirais, un contre-exemple. Comment un pays, une nation qui préexistait à un État, a pu sauvegarder ses autonomies régionales avec un système constitutionnel fédératif. Si vous prenez la Suisse, c'est encore un autre exemple. Donc, il n'est pas obligé que l'autonomie donnée à des régions conduise fatalement à la dislocation d'un État. Mais c'est le cas dans certains pays, et ça a été souvent redouté par les pouvoirs publics du centralisme. Alors, dans votre livre, vous recensez ce que vous appelez les figures françaises, celles qui, sinon, ne sont pas disons, qui forment notre originalité ou qui donnent une teinture à notre originalité. Parmi ces figures, il y a le haut fonctionnaire. Oui. Qui est une création que vous feriez remonter à... Ah ben, certainement à la Révolution et surtout à l'Empire. Le haut fonctionnaire, c'est une partie de l'État. Car les gouvernements passent, les fonctionnaires restent en place. Et donc, surtout dans ces régimes comme la Troisième République ou Quatrième, quand les gouvernements, les ministères valsaient et ne restaient en place que quelques mois, le haut fonctionnaire, lui, il était là. Et dans une très grande mesure, l'État, c'est la fonction publique. Et des fonctionnaires qui ont été les agents, par conséquent, à la fois de la centralisation, du développement du territoire, bon, à tous égards. Et c'est un personnage, un acteur de l'État et de notre histoire fondamentale. Et comme vous le savez, la fonction publique a été peu à peu régularisée. Au début, comment devenait-on haut fonctionnaire? C'était par népotisme, c'était par favoritisme. Et puis, peu à peu, on a créé des concours. Et le plus important a été en 1945, évidemment, la création de l'ENA. L'ENA, d'où sont sortis la plupart des hauts fonctionnaires sous la 4e République et sous la 5e encore. Alors, effectivement, c'est un personnage qui est à la fois redouté, classé par les populistes, parmi les élites arrogantes qui gouvernent la France souterrainement, en quelque sorte, mais en même temps admiré, et au fond, beaucoup de familles aimeraient bien que leur fils devienne, ou leur fille désormais, devienne haut fonctionnaire. Il y a une autre espèce, sans aucun sens péjoratif au mot espèce, qui caractérise la France, qui fait partie de ces figures françaises. C'est une espèce dont le nom n'est arrivé qu'avec l'affaire Dreyfus, c'est l'espèce des intellectuels. Mais c'est à nous, ça, les intellectuels. Ah oui, c'est typiquement français. Il se trouve que les intellectuels, et surtout les écrivains qui composent la grande partie des intellectuels, le mot comme substantif est né avec l'affaire Dreyfus. Mais bon, avant l'affaire Dreyfus, il y a le rôle des écrivains, des philosophes. Déjà avec le XVIIIe siècle, c'est évident. Alors, pourquoi expliquer cette prépondérance, cette audience, ce pouvoir en quelque sorte, ou ce contre-pouvoir en France des intellectuels? L'une des raisons, je crois, a été, et j'y reviens, la centralisation.
car la cour, lorsqu'elle était formée, et notamment sous Louis XIV, à Versailles, mais Versailles est à côté de Paris. Paris et Versailles ont attiré les littérateurs, les ambitieux, les artistes de toutes les provinces. Et ce ne sont pas, comme dans d'autres pays, les universités qui ont véritablement créé ces intellectuels au XVIIIe siècle, mais les salons. Les salons dans lesquels se réunissaient la fine fleur des artistes, des lettres, des philosophes. Et c'est là où la philosophie des Lumières, par conséquent, est devenue une philosophie euh, de contre-pouvoir, contre l'Église catholique, contre l'absolutisme monarchique. C'est dans ce mouvement vers Paris, parce que si vous prenez les États-Unis, l'Angleterre ou l'Italie, vous avez des intellectuels bien sûr, mais un peu dispersés, tandis qu'en France il y a eu cette concentration là-dessus, évidemment. Les journaux, les revues, les éditeurs, tout ce monde-là de la production intellectuelle s'est concentré aux 3/4 à Paris. Donc, encore un effet de la concentration. Alors là-dessus a eu lieu la Révolution et on a pu interpréter la Révolution comme le résultat de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire que les philosophes, les intellectuels avaient un pouvoir d'abord de contre-pouvoir et même un pouvoir positif puisqu'ils pouvaient changer le régime. Il y a eu donc ce moment où les intellectuels ont pris déjà, sans le mot, on les appelait les lettrés, les philosophes, etc. Mais la deuxième étape, après la Révolution, les Lumières, la plus importante, c'est l'affaire Dreyfus, car à ce moment-là, il y a eu d'abord la création du substantif les intellectuels, on le doit à Clémenceau, lorsque, au moment où Zola va lancer son J'accuse contre le Conseil de guerre, contre l'état-major qui a condamné injustement Dreyfus dans euh, un conseil de guerre qui a été truqué, il y a des pétitions qui sont lancées, 2 pétitions lancées pour la révision du procès, et Clémenceau écrit dans un article gloire à tous ces écrivains, savants, journalistes, etc. Ces intellectuels, voilà, le mot est lâché. Alors, les intellectuels, à partir de l'affaire Dreyfus, sont généralement classés à gauche. Mais naturellement, ils ont provoqué une réaction à droite, chez les conservateurs, et il y a eu aussi des intellectuels, et il y a des intellectuels de droite. Mais ils ne se voulaient pas intellectuels. Intellectuel pour un Maurice Barrès, c'est une injure, c'est ridicule. Pourquoi un monsieur qui écrit des livres ou qui fait un cours au Collège de France serait plus calé en politique que mon boucher ou mon charcutier qui en sait autant qu'eux sur le savoir-faire. Donc, c'est que peu à peu, la droite intellectuelle a assumé le mot, et dans les années 30 notamment, on pouvait signer des pétitions, n'est-ce pas, qui étaient celles des intellectuels français, etc., qui étaient de droite. Donc, la vie politique française a été non pas orchestrée, mais a été sonorisée, si je puis dire, par les débats des intellectuels. Et ces intellectuels, il y en avait de 2 sortes, ceux qui, non seulement de droite et de gauche, mais il y avait ceux qui défendaient avant tout des valeurs universelles, comme les Dreyfusards, c'est-à-dire la justice, la vérité, l'équité, bon. Et puis, il y avait ceux qui s'engageaient résolument sous des drapeaux politiques. Et ceux-là, ils sont fustigés en 1927 par Julien Bardin,
qui écrit La trahison des clercs, la trahison des intellectuels qui, par conséquent, au lieu de défendre les valeurs universelles, eh bien, se sont mis à la remorque des drapeaux partisans. Eh bien, dans les années 30, la bataille de ces partisans prend une dimension énorme avec la crise économique, la crise politique, et depuis les communistes à gauche, à l'extrême gauche, jusqu'aux fascistes à l'extrême droite, la vie politique française est animée par la lutte des idées, la lutte des intellectuels. Et après la guerre, évidemment, la grande question va être qu'est-ce que tu as fait pendant les années d'occupation? Est-ce que tu t'es engagé dans la résistance? Est-ce que tu étais un collaborateur? Il y aura des listes noires qui vont être composées par le CNE, c'est-à-dire le Conseil national des écrivains qui étaient résistants. Et donc, c'est encore une bataille d'intellectuels. Et vous savez que ça va jusqu'à la condamnation à mort de certains, euh, qui sont parfois graciés, mais pas toujours, comme Robert Brasillac, qui a été condamné à mort et fusillé par conséquent. Donc, encore une fois, la vie politique française est véritablement animée par ces batailles de plumes, on pourrait dire, et ça va rebondir encore avec l'Algérie, évidemment, et on peut dire que, comme pendant l'affaire Dreyfus, on avait vu se constituer ce qu'on pourrait appeler un parti intellectuel, un mouvement intellectuel, indépendamment des partis politiques. Eh bien, pendant la guerre d'Algérie, même chose. Tandis que les partis de gauche ou bien acceptaient la guerre, ou la faisaient, comme c'était le cas du Parti socialiste avec Guy Mollet, il y a eu un mouvement intellectuel, un mouvement étudiant aussi, très important, et intellectuel, qui s'est dressé contre la guerre, favorable à l'indépendance de l'Algérie, et ce mouvement, qui a été particulièrement puissant, éloquent et combatif, notamment contre la torture pratiquée en Algérie par l'armée, ce mouvement intellectuel, je crois qu'il a connu à ce moment-là peut-être son acmé, puisque après, il y aura une sorte de... oui, un fléchissement de ce rôle d'intellectuel. Il y aura le retour de ces écrivains, de ces savants, de ces scientifiques vers leurs propres travaux, et même des mouvements d'idées qui contredisaient l'impératif de l'engagement. Je pense au structuralisme, je pense au nouveau roman, tout cela. Bon. Mais en tout cas, jusqu'à la guerre d'Algérie, nous avons eu effectivement une bataille d'idées, des polémiques, des assauts les uns contre les autres, de ces hommes de pensée, qui, en quelque sorte, ont épaulé ou contredit l'histoire politique, gouvernementale qui se faisait. Est-ce qu'on peut dire que les intellectuels que dénonçait Bindart, et qui existent toujours, ceux qui se mettent au service d'un parti, continuent à essayer de se fabriquer une légitimité en référence à ces deux moments que vous venez de rappeler, l'affaire Dreyfus et la guerre d'Algérie, mais que l'équivalent de ces deux grands moments est encore à venir. Oui, parce qu'il y a eu un phénomène qui a tout changé, c'est la révolution des médias, avec la radio d'abord, mais surtout la télévision. Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux. La volonté d'intervenir dans la vie publique par la parole, par les écrits, ce ne sont plus les intellectuels classiques qui en ont le monopole. Tout le monde peut être intellectuel, si je puis dire. Regardez par exemple les journaux, pour ne prendre que la presse écrite. Elle est frappante la comparaison entre les années 50-60 et aujourd'hui. À l'époque, quelle était la part des tribunes, des débats dans les journaux?
très, très peu, très menu. Alors qu'aujourd'hui, vous lisez Le Monde, vous lisez Le Figaro, vous lisez tous ces jours de la presse quotidienne, vous avez tous les jours des interventions de gens qui défendent une cause, une idée, et on a l'impression par conséquent que le monde intellectuel est devenu exponentiel, il s'élargit à tout le monde, et même celui qui ne se sent pas qualifié désormais, avec les réseaux sociaux, va pouvoir intervenir, etc. Donc, le magistère de l'intellectuel a été peu à peu remplacé par cette révolution de la communication. Dans les personnages que vous décrivez ou que vous mettez au centre de la vie à la fois sociale, culturelle et économique française, il y a le petit propriétaire, et puis il y a un autre personnage, je ne me souviens plus si vous l'appelez comme ça, mais ce sont des... vous auriez presque pu écrire une nation de bourgeois gentilshommes, quel que soit leur niveau de fortune, en fait. Oui. Il y a quelque chose d'assis sur la propriété et... Oui, alors, c'est très frappant cette contradiction, si vous voulez, entre la passion égalitaire des Français, qu'on a reconnue depuis toujours. Chateaubriand disait d'une manière exagérée, du reste, que les Français avaient peu de goût pour la liberté, mais qu'ils étaient passionnés pour l'égalité. Et Tocqueville lui-même disait que les Français veulent la liberté, mais il s'en passerait bien s'ils avaient vraiment l'égalité. Donc il y a une passion égalitaire des Français. Mais disons-le, dans la pratique, dans la vie commune, cette passion égalitaire concerne surtout ceux que l'on veut égaler par le haut. Elle n'est pas tellement soucieuse, cette passion, de ceux qui sont en bas. L'égalité a des limites, ne sont des limites. Alors, il y a donc une passion égalitaire et contradictoirement la tradition, je dirais, aristocratique qui pousse les Français, les individus, à tenir un rang, un rang. Et qu'est-ce que le rang aujourd'hui? Ce n'est plus la naissance, encore que vous avez encore dans une république égalitaire française, aujourd'hui, des gens qui s'appellent la baronne de, le marquis de, et que dans leurs avis de funérailles, n'est-ce pas, on peut voir dans les colonnes du Figaro qu'il y a encore une noblesse, ou une fausse noblesse, parce que, alors justement, une fausse noblesse, car les faux nobles sont plus nombreux que les nobles. On le sait, il y a des dictionnaires là-dessus, enfin, je passe. Mais en dehors de cette aristocratie de nom ou de naissance, il y a la volonté, n'est-ce pas, de tenir, je le disais, son rang, et par quoi? Eh bien, évidemment, par la fortune, par les études, les diplômes. Il y a une nouvelle aristocratie qui est celle, évidemment, des hauts fonctionnaires, nous en parlions, des énarques, des diplômés. Songez à toutes ces grandes écoles qui existent et qui créent, pour longtemps, pour la vie entière, pour certains, un esprit de caste. On est sorti de l'école normale, on est sorti de Polytechnique. Bon, ça crée par conséquent un rang. Et je prends cet exemple des professeurs. Quand je deviens professeur en 1961, je m'aperçois qu'il y a une hiérarchie ça commence par l'agrégé. J'ai la chance d'appartenir à cette hiérarchie élevée. Et puis ensuite, ce qui est quand même extraordinaire pour voir à quel point le diplôme ou le rang universitaire a un rôle, il y a la catégorie des bi-admissibles. Ça, c'est quand même une invention formidable. C'est que ce sont des gens qui ont passé 2 fois l'agrégation, qui ont été reçus, admis, mais qui ont été collés à l'oral. Eh bien, il fallait quand même marquer qu'ils avaient un rang
supérieurs à ceux qui étaient en dessous, qui étaient simplement des certifiés, qui avaient passé de CAPES et non pas l'agrégation. Et puis alors, en dessous encore, vous aviez les auxiliaires, ceux qui n'étaient professeurs que remplaçants, etc. Incroyable. Dans un corps de métier comme le professorat, vous y avez là une hiérarchie, bien entendu, qui ne devait pas être ostensible, naturellement, mais qui existait néanmoins à la fois dans les têtes et bien entendu dans les feuilles de paie. Donc, il y a certainement cette volonté de s'affirmer et de s'affirmer individuellement sans doute, mais par rapport aux autres et par conséquent de tenir par conséquent une place dans la société qui, toute horizontale qu'elle est en principe, c'est-à-dire égalitaire, reste néanmoins très verticale. Et du reste, on le voit dans les mouvements populistes. Il y a aussi cette protestation contre les sommets de la société qu'on appelle l'élite. Alors l'élite politique, l'élite des diplômés, l'élite des affaires, l'élite. Mais nous voyons bien que dans cette égalité française, il y a évidemment son contraste, son contraire, qui est la formation des aristocraties, je dirais. Oui, l'élite, ce sont les certifiés pour les auxiliaires, les biadmissibles pour les certifiés, les agrégés pour les biadmissibles, les normaliens pour les agrégés. Mirabeau disait « La France est une cascade de mépris ». Je crois que vous venez d'en donner une illustration. Je ne voudrais pas qu'on se sépare sans que vous nous ayez éclairé sur une question que vous posez dans ce livre, qui est celle du bonapartisme. Est-ce que nous sommes toujours bonapartistes ? Est-ce que nous le serons à jamais? Et qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? Le bonapartisme, c'est la combinaison d'un pouvoir central puissant et dont la légitimité repose sur le suffrage universel. C'est la relation directe entre le peuple citoyen et le chef de l'État, au mépris des corps intermédiaires, notamment du Parlement, qui, même s'il existe, n'a plus l'importance qu'il a dans un régime parlementaire, et de tous les autres corps intermédiaires. La relation directe. Comment elle se fait? Eh bien, elle se fait par un vote qu'on appelait le plébiscite. Le régime bonapartiste est un régime plébiscitaire. Bien. Et pourquoi existe-t-il? Naturellement parce que les Français, après avoir fait la Révolution, abattu la monarchie, n'ont pas été capables de créer une démocratie parlementaire, disons. La Révolution, pendant 10 ans, a connu une succession de luttes et de plusieurs constitutions, et le Directoire, le dernier en date régime républicain, a été complètement affaibli par les divisions des Français, incapable de se tenir en place, sinon à coup d'État précisément, en annulant les élections, etc. Et cette division a inspiré à un certain nombre de dirigeants comme Sieyès et quelques autres d'en finir avec ce désordre et de faire appel à l'homme fort, au sauveur. Et ça a été finalement le général Bonaparte qui a été choisi et qui, dépassant le vœu de ceux qui le soutenaient, a établi peu à peu un régime autoritaire. D'abord une république consulaire, puis un empire. Et il se trouve que ce régime a été glorieux et qu'il est resté dans les mémoires françaises un souvenir extraordinaire grâce aux grandes victoires militaires, mais aussi aux créations de Napoléon.
Songez, création des lycées, création des conseils, des grands conseils, le Conseil d'État, la création aussi des préfets, des préfectures. Enfin, il y a toute une œuvre administrative alors qui peut être admirée, sans parler des monuments et de l'urbanisme. Et évidemment, tout s'écroule avec la défaite, avec Waterloo, après 1815, c'est fini. Mais il y a eu une aspiration profonde au retour d'un empereur, d'un chef, qui ne soit pas un roi. Et même le régime de Juillet avec Louis-Philippe, euh, sentant la ferveur des campagnes du peuple que décrit très bien Balzac dans ses romans, dans Le Médecin de campagne, par exemple. Pour cette légende napoléonienne, il va tenter de la récupérer, et c'est lui qui fait revenir les cendres de Napoléon en 1840 aux Invalides. Donc il y a toujours eu, après la mort de Napoléon, cette ferveur mémorielle, si vous voulez, qui a été animée aussi par les demi-soldes, les officiers, sous-officiers qui avaient perdu leur job et qui avaient été mis à la retraite, qu'on appelait les demi-soldes. Bon. Et puis arrive la Deuxième République, son échec, encore une fois, reproduction de ce qui s'était passé sous le Directoire, c'est-à-dire incapacité d'une assemblée à construire, à gouverner, je dirais, extrêmement divisé, et du même coup, là encore, euh, le neveu de Napoléon, qui n'avait rien, mais qui avait un nom, Bonaparte, Napoléon, eh bien, fait un coup d'État. Et alors, Marx a un mot, l'histoire se reproduit toujours deux fois, une fois en tragédie et une deuxième fois en comédie. C'est ainsi qu'il qualifiait le régime du Second Empire qui allait se mettre en place. Je crois qu'il a tort, parce que ça n'a pas été du tout une comédie. D'abord, c'était un coup d'État assez sanglant, il y a eu des morts, et puis ensuite, parce que Napoléon III est resté au pouvoir pendant une vingtaine d'années, et lui aussi va encore perdre à cause d'une guerre perdue. Alors, moi j'ai le sentiment que le régime napoléonien, le régime bonapartiste, c'est au fond correspond assez bien à la mentalité, aux mentalités françaises, c'est-à-dire l'individualisme protégé, la liberté individuelle protégée par un pouvoir fort qui met fin aux divisions, au désordre. Et voyez où nous en sommes. Cinquième République. Qu'est-ce que la Cinquième République? La Constitution de 1958 et surtout augmentée par 62 l'élection au suffrage universel du président. Il y a dans cette Constitution-là toute une dimension qui a été qualifiée de bonapartiste, avec une relation directe voulue entre le pouvoir et le pouvoir exécutif désormais, qui est le chef de l'État, élu au suffrage universel, justement pour une relation la plus directe possible entre l'électorat, le peuple, les citoyens, et celui qui gouverne, au mépris, encore une fois, des corps intermédiaires. Ce schéma, il est vraiment sorti du moule bonapartiste, et aujourd'hui, évidemment, ce moule éclate depuis, on le sait, depuis 5 ans, parce que la machine est en panne, il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée, mais il n'empêche que vous voyez la continuité. Et du reste, pendant toute la Troisième République, qui était la plus longue des républiques, 65 ans, eh bien, il y a eu sans arrêt un mouvement anti-parlementaire et le vœu du retour d'un chef qui doit protéger le peuple en accord avec le peuple. C'est l'essence du boulangisme, n'est-ce pas? Retrouver le pouvoir fort
pour mettre fin au désordre et accepter la volonté d'un peuple qui, par la voie du plébiscite, aujourd'hui du référendum, pourra manifester sa volonté que le chef de l'État appliquera. Michel Vinocq, merci. Nous avons conversé autour de votre livre de 95 réédité en 2010, Parlez-moi de la France chez Plon, et sans doute bientôt converserons-nous autour de votre livre à venir, La Commune, la guerre civile des Français, que publiera Gallimard en janvier dans la collection fameuse Les journées qui ont fait la France. Merci Michel Vinocq, merci à Flavien du studio L'Arrière-Boutique qui a enregistré cette conversation, merci à Jules Plassard avec qui elle a été préparée, et merci à Nouvelles Écoutes qui produit notre podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public.